conférence d'aujourd'hui, de la première conférence sur laquelle nous avons décidé dans ce club Confiance et Data. Je co-préside avec avec Romain Maiglet de Carte Bancaire. Donc, de savoir comment améliorer ces leviers. Et donc, on s'est dit cette année, et si on faisait un Yuka de la confiance numérique? Alors, ce sujet, il est assez fort parce que aujourd'hui, Yuka, voilà, je vous ai mis une petite illustration de ce que c'est. Donc, le Yuka, c'est donc une application qui permet de scanner des articles, principalement en boutique, finalement, enfin, en magasin, et puis de voir un score ou plusieurs scores, enfin, qui permet de juger de la qualité du produit. Éventuellement, de voir aussi des alternatives pour avoir d'autres produits qui pourraient mieux correspondre ou être plus respectueux par rapport au score qui a été donné. Et donc, quand on se dit, ce Yuka de la confiance, les objectifs, je vous les ai rappelés ici, aider les consommateurs, être un levier d'action, de la transparence, tout en gardant une logique donc de pas de publicité, aucune influence externe, donc une neutralité, neutralité tout au moins théorique, c'est une des difficultés de l'exercice, j'imagine. Et puis, en termes de verbatim, donc on voit des résultats, entre guillemets, enfin en tout cas de ce qui est remonté, c'est des changements d'habitude, c'est une meilleure compréhension, c'est de l'éducation, c'est aussi un écosystème et puis c'est un levier d'action qui doit amener à changer les choses. Et la question qu'on peut se poser, donc, c'est cette question de « et si on faisait le Yuka de la confiance numérique, quel serait-il et que peut-on faire ?» On voit aujourd'hui donc ce qui ressort aussi du baromètre, c'est donc cette problématique de compréhension de l'utilisateur, hein, parce qu'on est sur quand même des sujets qui sont assez technologiques, avec des problématiques qui sont complexes, dans un environnement où déjà dans le monde physique, on a toute une complexité, mais alors là, dans le monde numérique, étant donné qu'on perd cette relation directe, ça devient encore plus difficile à vérifier. Et donc, la question de ce Yuka du numérique, elle peut se porter sur beaucoup finalement de pans de parcours d'achat, hein, de services ou de produits, ou du parcours de mise en relation. Déjà, pour savoir, là, j'ai essayé de les résumer, en tout cas d'en résumer une partie. On peut se renseigner sur quelle est une note d'entreprise, on va dire, qu'est-ce que l'entreprise, comment est-elle perçue, comment est perçu aussi l'entrepreneur, hein, donc là le patron, par exemple, en tout cas celui qui dirige l'entreprise. Ensuite, on a des problématiques de marque, quelle est la note, entre guillemets, quelle serait la note de la marque, des problématiques de produits et de services, d'avis clients, mais aussi ça s'applique dans les transactions de personne à personne, puisque de plus en plus, on a des transactions de personne à personne. Et se pose la question dans tout ça de l'écosystème, hein, qui compose qui composerait cette notation, et puis de cette problématique d'indépendance, puisqu'aujourd'hui, Yuka, comme d'autres qui proposent des notations, ont ces problématiques d'être en même temps de créer un écosystème et un modèle économique qui puisse leur permettre de vivre, et en même temps de garder cette indépendance vis-à-vis des acteurs du marché pour pouvoir garder aussi cette confiance dans le score finalement qui est aujourd'hui proposé. Alors, donc on accueille aujourd'hui les participants, les 5 participants de cette table ronde qui vont pouvoir nous éclairer de par leur expérience sur ces problématiques de confiance numérique et comment aujourd'hui leurs solutions ou leurs idées, leur angle d'attaque de la problématique de la confiance vont permettre de nous aider à définir ce que pourrait être un Yuka du numérique, de la confiance numérique. Je vais commencer par accueillir Pierre Chassigneux, qui est de la société Carte Bancaire et qui va nous évoquer le sujet notamment
d'une étude qu'ils réalisent. Ils ont réalisé sur un écosystème de confiance avec les banques. Juliette Delanoë de la société Hubble, qui donc propose de l'authentification. Voilà, nous avons ça, Radiane, tant mieux. Parfait. Donc, Juliette Delanoë de Hubble, donc, qui travaille dans l'authentification forte. Je laisserai préciser, bien sûr, beaucoup plus en détail l'angle d'approche des diverses sociétés. David Shaw de Trusted Shops et Mathieu Daguenet de Little Sister, qui justement donc, a eu récemment plusieurs articles positionnant Little Sister comme le Yucca du numérique, et Sarah Diane Eck de la société Surprise. Donc, avant de commencer cette table ronde, je vais donc juste passer la main à Mathieu Daguenet, qui va juste nous présenter en quelques slides assez courts. Mathieu, je ne sais pas combien de slides vous avez prévu, mais juste un peu, aujourd'hui, en quoi consiste votre Yucca du numérique, donc, comme vous avez été mentionné dans la presse, en janvier, je crois, janvier-février. Et puis après, on reviendra pour démarrer cet échange. Merci beaucoup. Merci à tous et de nous laisser l'opportunité de participer à cette table ronde et de présenter un peu Little Sister. Effectivement, je suis un des cofondateurs et CEO de Little Sister et je vais vous partager quelques slides. Ok, parfait. Je vais faire assez synthétique, mais effectivement, on est un peu résumé comme le Yucca du numérique ou le Yucca du respect de la vie privée sur Internet. On n'a pas la prétention d'être le seul et de faire ça tout seul dans notre coin et pour tout le monde. Notre mission, plus concrètement, c'est effectivement d'accompagner les citoyens et les entreprises vers un numérique responsable et créateur de valeur. Avant de vous présenter un peu plus concrètement, effectivement, une démo de notre application, de notre service, c'était important un peu de rappeler pourquoi et pour qui on veut faire ce Yucca du numérique. Et donc, du coup, pourquoi après 30 glorieuses, après ce qu'on appelle pour certains les 30 glorieuses de l'Internet et du numérique, où finalement le numérique a souvent été hyper bien adressé d'un point de vue enjeu économique, de croissance, de monétisation du web et de tout ce qui est enjeu de création d'emplois, de croissance. Finalement, on se rend compte qu'on est dans un contexte où le numérique a aussi une empreinte sur la société et qui les attend très fortes, et ça touche le qui, à la fois des nouveaux talents, des RH, des citoyens, des consommateurs, et également de plus en plus par la contrainte légale des financiers, que de pouvoir interroger quelle est l'empreinte du numérique sur la société, et puis de pouvoir rendre ça accessible facilement, alors que ce sujet est assez compliqué. Quand on parle des différentes empreintes, vous en avez un peu parlé au départ, il y a l'empreinte sociale qui est liée à tout ce qui est addiction, hyperconnexion ou exclusion de certains publics, l'empreinte environnementale sur la partie empreinte énergétique ou extraction des minéraux et pollution. Et enfin, la dernière, mais c'est celle qu'on adresse principalement chez Little Sister pour le moment, c'est l'empreinte démocratique, qui est peut-être moins palpable et pourtant qu'on considérait chez Little Sister comme un préalable aux deux premières, dans lequel on va retrouver le respect de la vie privée, la souveraineté, les enjeux de cybersécurité, et qui sont extrêmement importants à l'échelle individuelle comme à l'échelle globale. Et on s'est beaucoup appuyé sur les données et les travaux de l'Axel, quand on voit que finalement, il y a près de 2/3 des citoyens français et européens qui sont méfiants de l'Internet. C'est-à-dire qu'il y a une envie de vouloir maîtriser, de contrôler l'Internet, de pouvoir à son échelle commencer à agir et à faire des choix plus responsables. On se rend compte que par ailleurs, il faut 76 jours par an pour lire tout le texte juridique qui nous est affiché avant de donner son consentement. C'est une donnée qui est symbolique de l'envie de pouvoir choisir et de pouvoir maîtriser Internet, mais du fait que l'Internet n'a pas été conçu pour le moment pour être maîtrisé à l'échelle des individus. Et c'est cet enjeu-là, c'est pour ça qu'on a créé Little Sister, avec tout d'abord une première réponse qui est de créer un standard unique, ce qu'on appelle le Little Sister Score, qui est un code couleur qui permettent à la fois à mon cousin ou à ma tante qui ne sont pas les experts du numérique de pouvoir très rapidement avoir ce tiers de confiance, cette relation de confiance entre un utilisateur et une marque, et qui permettent de pouvoir donner un indicateur très clair de quelles sont les pratiques de l'entreprise, et ça au travers de l'ensemble de l'écosystème du numérique, puisque on sait bien qu'en tant qu'utilisateur, on peut utiliser un service web comme Blablacar par exemple, ou Quant, mais que derrière, Blablacar est lui-même utilisateur d'autres services numériques digitaux plus B2B, et que cette transparence, elle doit aller de bout en bout de l'écosystème. Alors, plus rapidement, voilà un peu l'histoire de Little Sister, c'est qu'on est une entreprise qui est bientôt entreprise à mission.
qui s'est créé en avril 2020 avec une équipe qui se connaît et qui a déjà créé des projets ensemble. Pour nous, l'ambition d'Italstar, c'est d'avoir un maximum d'impact positif et on a créé donc cette application qui a été lancée en bêta privée sur Android mi-janvier, accessible du coup depuis notre site internet et qui en fait permet à n'importe quelle personne d'avoir une analyse de n'importe quel service numérique qu'il utilise ou pas. Et tout ça réuni sur son smartphone, où finalement, en tant qu'utilisateur, je vais pouvoir sélectionner et me rendre compte à l'échelle d'un service numérique à quel point il est vertueux ou pas, aujourd'hui, principalement sur le respect de la vie privée de la personne au sens très large, en prenant en compte différents aspects. C'est quelque chose qui est très ergonomique, qui est très simple. On a effectivement un onglet recherche. En quelques clics, on peut scanner aussi son smartphone. Mais l'enjeu, c'est de laisser le choix à l'utilisateur, le laisser comprendre en fonction de sa sensibilité, de son expertise, jusqu'où il veut aller, et pour après finalement mettre en place des choses, c'est-à-dire choisir une alternative plus vertueuse, paramétrer différemment sa confidentialité. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut également envisager ce score comme d'autres acteurs qui sont autour de la table et qui le font bien en dehors de notre application. Je pense que vous avez tous vu toutes ces pop-up RGPD où finalement le RGPD a fait avancer pas mal de choses, mais n'a pas donné plus de clarté au niveau de l'utilisateur. Est-ce que je dois tout accepter? Est-ce que je dois tout refuser? Est-ce qu'il n'y a pas finalement quelque chose d'intermédiaire à faire? Alors là, bien sûr, c'est un exemple, on n'est pas sur la pop-up de Blablacar, mais c'est pour montrer que finalement, cette notion de score et d'indice peut permettre de laisser l'utilisateur se reposer sur quelqu'un qui va faire le travail à la place de lui-même, qui a l'expertise et le temps pour le faire, qui n'a pas 66 jours par an pour consulter toutes ces données. Et donc voilà, l'idée est vraiment derrière l'enjeu de Little Sister, c'est de pouvoir à la fois sensibiliser, accompagner les utilisateurs, mais aussi permettre aux entreprises d'avoir des critères objectifs auxquels elles peuvent se comparer et s'améliorer. Notre référentiel actuellement, c'est 4 thématiques qui sont globalement comment sont prises les données, est-ce qu'il y a eu un effort qui a été fait ou pas, comment sont utilisées les données, et on compare qu'est-ce qui a été dit à qu'est-ce qui a été fait. Derrière, comment sont-elles sécurisées, ou est-ce qu'il y a des risques ou pas, et à la fin, à qui sont-elles partagées, d'où viennent-elles. C'est globalement tous ces enjeux-là, mais ça couvre des enjeux à la fois de privacy RGPD, de RSE, de cybersécurité et de souveraineté. Et l'intérêt de notre technologie, c'est qu'on a développé un stack qui permet de scorer automatiquement n'importe quel service numérique et sans qu'il soit notre client, sans qu'il nous l'ait demandé, ce qui garantit un scoring très objectif puisque c'est aussi fait de manière automatique et qui est totalement scalable et mis à disposition de l'utilisateur dès lors qu'il nous le demande. Voilà, pour finir, je pense que c'est important de dire que notre mission, vu qu'on est en train de basculer l'entreprise à mission, c'est vraiment d'interroger la consommation des utilisateurs et des citoyens au vers de services qui sont bons pour eux, mais aussi bons pour la société, pour la planète. Et donc, on est aligné sur certains objectifs de développement durable, notamment la partie consommation, et donc consommer des services numériques vertueux. C'est ça qu'on interroge. Et aujourd'hui, on est vraiment au début de l'histoire. Et en toute humilité, notre démarche, c'est aussi de participer, de co-construire avec un ensemble d'écosystèmes. Alors, on n'a pas la prétention de dire que nous allons être le fédérateur d'une communauté, mais en tout cas, le fait qu'on bascule l'entreprise à mission, qu'on mette en place un comité éthique dans lequel les différentes parties prenantes de la société vont être prises en compte dans la création et l'évolution de notre référentiel et de notre score, c'est vraiment le début de la démarche qu'on souhaite initier, où à la fois on guide l'utilisateur, mais aussi à la fois il y a le dialogue avec les entreprises qui font partie de la solution et qui ont, à mon avis, une grosse carte à jouer pour faire accélérer l'évolution des usages et des pratiques à l'échelle de la société. Et donc, je pense que c'est aussi la raison de notre démarche et de notre présence aujourd'hui avec vous, c'est de pouvoir aussi réfléchir, améliorer ce référentiel, ce score, et voir comment on peut faire avancer les choses positivement. Merci Mathieu. Bon, je pense une très bonne entrée en matière, parce qu'effectivement, Mathieu résume effectivement dans Little Sister là, une approche très fortement ressemblante en tout cas sur le point de vue de la volonté de rendre les choses très simples pour l'utilisateur. Donc, ça ressemble très fortement à Yuka de ce point de vue-là, enfin, en tout cas à toute initiative de score. Ça peut être aussi les nouveaux scores qui sont mis en place par l'État.
Alors maintenant, j'aimerais bien qu'on refasse un petit recul, un petit retour en arrière, donc pour donc commencer cette table ronde et donc on reparle un peu donc des différentes facettes de ce que pourrait être ce score. Et puis après, on parlera plus de la complexité d'avoir un score ou pas, ses limites peut-être, et puis l'écosystème, comment ça pourrait structurer les problématiques de standardisation aussi. Alors, pour commencer déjà au niveau du sujet de l'entreprise, donc des vérifications d'entreprise, donc là, on se place bien sûr du point de vue du consommateur. Alors, j'aimerais bien poser la question à David Shaw de Trusted Shop pour commencer. David, est-ce que vous pouvez nous parler, donc déjà nous présenter Trusted Shops pour ceux qui ne connaîtraient pas, et puis nous dire en deux mots, je crois que votre Trusted Shop donc, vérifie un certain critère de vérification des sociétés, donc, et quelles sont-elles et comment vous assurez-vous comment vous assurez-vous des critères avec des sociétés avec qui vous travaillez? Donc, merci Fabien. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, effectivement, David Shaw, je travaille pour la société Trusted Shops qui existe depuis plus de 20 ans sur le marché du digital. Et même si les solutions et leviers justement pour augmenter la confiance du consommateur ont évolué au cours du temps, la mission de Trusted Shop est restée et cette mission est de justement résoudre le problème de la confiance entre les entreprises et les consommateurs. Donc effectivement, Mathieu et puis Fabien, vous avez parlé de ces scores, de ces indices. Alors à l'origine, si on remonte un petit peu sur la genèse de Trusted Shops, l'idée c'était, il y a 20 ans en arrière, de proposer, alors dans le secteur de l'e-commerce, nos solutions ont évolué depuis au-delà de l'e-commerce, puisque toutes les entreprises se digitalisent, donc aussi ont besoin de ces leviers de confiance et de réassurance. Donc on a réfléchi comment proposer en dehors de l'e-commerce nos solutions ou une partie de nos solutions. Mais l'idée de cette marque de confiance, c'était finalement un score unique qui était une marque. Et donc, cette marque, on ne peut pas attribuer une marque tout simplement en disant « Tiens, tu as mon cachet, tu as mon tampon, tu as cette marque de confiance. » Donc, on a défini déjà à l'époque un set de critères. Et ces sets de critères ont évolué, se sont simplifiés. Le but de ces critères, ça a toujours été de se placer du point de vue du consommateur et de définir des critères qui sont importants pour le consommateur. Bien sûr, il y a un cadre juridique qui réglemente un petit peu certaines prédispositions pour la vente à distance et pour l'e-commerce. Et finalement, nous, notre but, ça a été de simplifier ça, faire en sorte que tout ça se soit audible et compréhensible pour le consommateur. Alors, je vais donner quelques exemples. Donc, les exemples de base sont basés sur on va dire, des points qu'on pourrait qualifier d'ordre juridique, mais qui vont aussi au-delà du juridique. Donc, par exemple, tout ce qui est la transparence des prix. Il faut que, quand j'achète en ligne, je sois bien renseigné sur la transparence des prix des produits, mais aussi sur les frais de port. Également, ce qui est important quand on achète en ligne, c'est tout ce qui est lié au délai de livraison. Je veux être informé sur les délais de livraison, quand est-ce que je veux recevoir mon produit, et aussi de la cohérence de cette information. Les équipes qui sont chez nous, ces équipes de juristes qui vont vérifier les sites, vont faire en sorte que les informations qui sont communiquées, que ce soit dans des CGV ou dans un parcours client ou même dans un email de confirmation, soient cohérents. Donc, comme ça, on a une liste de critères qui sont structurés autour d'une dizaine de catégories de thèmes. Ça va de la protection des données à l'identification du marchand, aussi informer le consommateur sur ses droits de rétractation, donc les droits de rétractation légaux, mais aussi les droits de rétractation qui sont, on va dire, plus d'ordre commercial. Donc, qu'est-ce que, en tant que marque, je dis, tu n'as pas 14 jours, mais tu as peut-être un mois ou même un an dans certains cas. Donc, ça, on va dire, c'est la base. Après, on a fait évoluer ces critères-là grâce à d'autres services. En fait, on s'est rendu compte que vérifier un site une fois par rapport à ces critères,
c'est bien pour aider l'e-commerçant à se mettre en conformité. Ça donne des indicateurs quand on voit cette marque aux consommateurs. Et finalement, ça ne permet pas aux e-marchands de se différencier. Donc, en fait, on a proposé également, avec cette marque de confiance, qu'on a appelé une garantie de remboursement. Donc, en fait, on se porte caution, on partage un risque avec les marchands qui apposent et qui montrent cette marque de confiance en disant au consommateur, écoute, voilà, si tu achètes sur ce site, bah déjà, les informations sont relativement claires et transparentes pour toi, mais en plus, tu as la possibilité de protéger ton achat grâce à cette garantie de remboursement qui protège le consommateur dans des cas de non-remboursement ou de non-livraison. Ça permet en fait d'avoir un levier supplémentaire de réassurance et de confiance avec un message principal qui est de dire au consommateur, bah, écoute, si tu achètes sur ce site, tu es assuré de ne pas perdre ton argent. Et puis pour terminer, le troisième levier qui est venu bien plus tard, en fait, la partie effectivement qui a été mentionnée et puis qui est le thème sur lequel on parle aujourd'hui, les avis clients, donc avis clients sur le service, sur le produit. Et finalement, c'est ça qui permet de donner un score et un indicateur. Parce que la marque, c'est bien, c'est reconnu du consommateur, mais finalement, ça ne permet pas de différencier. Donc, cette notion d'avis client permet de donner un indicateur supplémentaire au consommateur justement sur voilà, quelle est la qualité de service de ce marchand, comment respecte-t-il ses délais de livraison, comment maîtrise-t-il sa logistique. Donc voilà en gros les trois leviers et les trois critères qui nous permettent d'allouer cette marque de confiance au consommateur. Donc des informations qui sont importantes pour le consommateur basées sur des éléments juridiques mais qui font des fois au-delà, la garantie de remboursement et la partie avis client. Super, merci. Merci David. Alors sur ce sujet encore des entreprises et de la manière dont elles augmentent leur niveau aussi de sécurité. J'avais une question pour Pierre Chassigneux. Côté carte bancaire, vous aviez évoqué dans le baromètre une étude en cours sur ce qu'on aurait pu appeler un Bank Connect. Est-ce que vous pourriez nous en parler un peu plus et nous dire dans quelle mesure aujourd'hui ces sujets d'authentification forte effectivement augmentent la confiance et permettent d'avoir un écosystème plus favorable dans le domaine de l'e-commerce? Vous le savez, au sein de la communauté bancaire, le sujet de l'usurpation d'identité, le sujet de vol de données bancaires est un sujet majeur dans un système de paiement. Et j'ai eu la chance, je dirais, l'honneur de gérer la lutte contre la fraude et la sécurité du système carte bancaire pendant des années. Et c'est vrai que le sujet de l'usurpation de données, de transactions, entre guillemets, et notamment les données des cartes, est un sujet majeur. Pour votre information, quand aujourd'hui on parle de la sécurité des cartes bancaires, il faut absolument faire une distinction quand on a un dispositif sécurisé de très haut niveau, typiquement la carte à puce, avec la saisie du code confidentiel, ou d'ailleurs sans la saisie du code confidentiel, puisque vous voyez que le sans contact aujourd'hui est un vrai succès, et un succès aussi sécurisé, et je tiens à le souligner. Mais quand on regarde, quand on fait la comparaison entre le paiement par carte sécurisé, c'est-à-dire mettant en œuvre le chip d'une carte bancaire, versus les transactions sur Internet, on a un rapport 20 en termes de taux de fraude. Je pèse mes mots, un rapport 20. Donc en fait, si vous voulez, jusqu'à aujourd'hui, parce que c'est ça le grand changement, c'est qu'on a une sécurisation qui arrive aujourd'hui fortement grâce à la directive sur les services de paiement numéro 2, à un projet qu'on appelle Faster by CB au sein de cartes bancaires. Mais jusqu'à présent, il y avait un rapport 20 de sécurité. On était à moins de 1 centime d'euro de fraude pour 100 euros dépensés pour la carte à puce versus un peu moins de 20 centimes quand on était en e-commerce. Vous voyez, le rapport est considérable. Et donc, pour nous, ce qui est fondamental aujourd'hui, c'est le renforcement de cette sécurité. Ça passe par l'authentification forte. Est-ce que la personne qui paye sur Internet est bien celle qu'elle prétend être? C'est le sujet de l'authentification forte. Et donc, grâce à la régulation, et je le souligne, parfois on a besoin aussi d'une régulation forte et une régulation en plus européenne, parce qu'elle permet aussi de garantir une bonne concurrence, j'allais dire, une concurrence loyale.
Et ça, c'est fondamental, puisque vous le savez, dès cette année, et je dirais d'ores et déjà quasiment aujourd'hui, on a un renforcement très considérable de la sécurité des transactions sur Internet. D'ici l'été ou la fin de l'année, toutes les transactions sur Internet de paiement par carte CB feront l'objet d'une authentification forte, soit active, c'est-à-dire qui requiert une action de l'utilisateur, soit passive, c'est-à-dire au travers d'un outil de scoring. Et on voit combien aujourd'hui les outils de scoring et d'intelligence artificielle sont fondamentaux. Et grâce à ça, on va réduire très considérablement le taux de fraude et la sécurité des transactions sur Internet. Je reviendrai peut-être après, Fabien, sur l'initiative, l'étude Banque Connect que la communauté bancaire a lancée, justement pour tirer bénéfice finalement de cette énorme infrastructure d'authentification. Il faut savoir que les transactions de paiement par carte, c'est près de 1,5 milliard de transactions par an, donc qui vont faire l'objet soit d'une authentification active de l'utilisateur, soit passive au travers d'un outil de scoring temps réel. Et donc, quand on met en place un dispositif comme ça qui va toucher 50 millions de Français, vous imaginez bien qu'on a imaginé pouvoir mettre à disposition ce dispositif d'authentification qu'on pourrait qualifier dans le check-out, à l'heure du paiement, de le mettre à profit dans le cadre du check-in, c'est-à-dire dans l'entrée en relation. Je ne sais pas, Fabien, si vous souhaitez qu'on y vienne maintenant, mais on y reviendra bien sûr dans le cours de cet échange. Alors, on parlait d'authentification à l'instant. Et avant de revenir sur justement qu'est-ce qui pourrait composer ce score et tout ça, je voudrais qu'on finisse un peu le tour des différents intervenants. Et je vais passer la parole à Juliette Delanoë, donc de Hubble. Juliette, est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques mots Hubble et comment aujourd'hui se passe justement cette vérification d'identité, la force de votre positionnement? Oui, bonjour. Déjà, merci de me donner l'occasion de présenter Hubble. Donc, nous, on travaille sur la vérification d'identité à distance. Donc, notre métier est donc, quand on ne connaît pas un utilisateur, d'entrer en relation avec lui en toute confiance. Donc, avec une équivalence à une rencontre face à face. Le niveau de fiabilité que nous visons chez Hubble dans l'entrée en relation à distance, et donc pour la vérification d'identité, c'est une équivalence avec une rencontre en face à face, au sens de la réglementation IDAS, et donc de niveau substantiel. Voilà, donc le sujet, nous, on est un nouveau service de confiance, au sens à nouveau de la réglementation IDAS, avec cet acronyme qui est très récent, puisque notre standard est apparu en fait en mars dernier et a été publié par l'ANSSI en mars. Et donc, une nouvelle certification s'est ouverte au 1er avril. Donc, c'est tout frais. Ça a 6 jours. Et donc, c'est le nouveau service qu'on appelle PVID, pour prestataire de vérification d'identité à distance, qui concerne en fait tous les sujets d'identité digitale, de signature électronique, recommandée électronique, et qui aussi existe seul, notamment pour l'entrée en relation dans le bancaire. Donc en fait, quand on parle de confiance, je pense que c'est important de revenir au risque. Parce qu'en fait, c'est la base de la confiance, c'est connaître ses risques et s'assurer qu'ils sont mitigés de manière correcte. Donc, on suit une méthodologie, donc il faut faire une analyse de risque, et puis derrière, on travaille ces systèmes pour répondre à ces menaces. Donc ça, c'est une méthodologie pour être certifié. Donc, c'est vraiment comme ça qu'il faut suivre les choses. La difficulté de ces analyses de risque, c'est qu'elles ne peuvent pas être publiques. Pourquoi ? Parce que c'est une information qui est donnée aux attaquants. Donc, la complexité en fait de nos sujets de confiance et de sécurité digitale, c'est que la transparence complète est compliquée. C'est pour ça qu'il y a des intermédiaires qui vont être des certificateurs, qui vont être des auditeurs, qui vont venir en fait apporter cette confiance dans des analyses détaillées qui sont souvent très techniques et qui vont en fait mâcher les choses dans quelque chose qui aujourd'hui est extrêmement simple, qui est un tampon. Je suis certifié, je ne suis pas certifié. C'est très binaire finalement. Je trouve que cette idée du UK de la confiance, elle est intéressante parce que tout d'abord, en fait, je pense que c'est important d'éduquer les gens.
d'éduquer les gens sur les risques et sur les types de mitigation qui peuvent exister, de manière très générique, sans forcément dévoiler de secrets qui vont permettre à des fraudeurs de nous attaquer, mais il y a un sujet d'éducation. Ensuite, ce côté très binaire, est-ce qu'il est pertinent ? C'est une question. Il y a des niveaux de risque, des niveaux de mitigation. On est plus sur un continuum que quelque chose qui est très blanc-noir et qui finalement est assez manichéen. Et donc ce Yuka est intéressant à ce titre-là. L'autre chose qui m'intéresse beaucoup dans cette idée, c'est qu'aujourd'hui, les standards sont relativement figés. C'est-à-dire, on a écrit un standard, il est compliqué de le faire évoluer tous les 6 mois. Parce que déjà, la bande passante des organismes de certification n'est pas infinie, donc ils ne peuvent pas refaire des analyses de risque tous les 6 mois. Et ensuite, il y a une complexité qui est réelle dans la publication d'un référentiel, avec tout le monde qui doit se mettre d'accord, etc. L'intérêt d'avoir un Yuka de la confiance qui partagerait en fait dans une espèce de standard 2.0 ce type de certification-là, ça serait une mise à jour beaucoup plus rapide des standards et qui serait beaucoup plus agile et capable de suivre la menace et l'évolution des menaces qui sont les nôtres. Parce que si on regarde la vérification d'identité à distance, on prend l'exemple assez frappant des deepfakes, sur lesquels nous, on travaille, puisque nous, notre métier, c'est de la computer vision et on travaille sur des vidéos et ce type d'attaque-là. La menace évolue tellement vite qu'on a besoin de cette agilité et que la barre doit être sans cesse remontée. Voilà moi ce que je pouvais dire sur mon sujet de la vérification d'identité à distance. Peut-être simplement en termes de risques. Les risques, il faut analyser la partie usurpation d'identité et la partie traitement des données personnelles. Est-ce que moi, en tant que citoyen, je vais me faire voler mes données? Est-ce qu'elles vont pouvoir être réutilisées? Est-ce qu'elles vont être revendues à des gens qui vont pouvoir les utiliser sans mon accord? Ça, c'est un premier type de risque qui est très lié à la CNIL, qui est très lié à la privacy. Et un autre type de risque qui est, si je vais par exemple sur une plateforme C2C et que je rencontre quelqu'un pour du covoiturage, pour trouver une femme de ménage, ou un homme de ménage, pardon, pour avoir une babysitter, est-ce que j'ai confiance dans la personne qui se présente et est-ce qu'elle se présente sous sa vraie identité? Donc nous, c'est les deux grandes familles de risques qu'on adresse et sur lesquelles on se fait évaluer. Pour répondre à la question sur la partie CNIL, sur les sujets de privacy, moi, ça me semble être une évidence. D'ailleurs, aujourd'hui, les standards ANSI sur nos sujets intègrent en totalité en fait, les recommandations de la CNIL et les exigences de l'ANSI sont celles de la CNIL au final. Donc c'est clair que là-dessus, il y a besoin de ça. Voilà. En quelques mots, donc j'ai pas passé beaucoup de temps à parler de Bull, plutôt de cette idée du Yuka de la confiance qui me plaît beaucoup. Voilà. Merci Juliette. Alors, je voulais après donner la parole à Sarah Diane. Oui, bien sûr. Bonjour à tous. Donc effectivement, Surprise, c'est une boîte qui travaille sur le sujet des récompenses clients, qui en fait a été une des premières applications du premier projet que j'ai créé qui s'appelle Sandblock, qui en fait est une blockchain publique que l'on a fondée avec notre équipe, une blockchain qui est verte, qui est écologiquement viable. Et cette blockchain, c'est une base de données qui permet de partager à la fois de la donnée et de la valeur. Donc, la première application, c'était Surprise, qui est une application cashback que l'on a lancée sur à peu près 1000 marques en ligne et qu'ensuite, on a itéré sur le commerce de proximité en travaillant notamment sur le sujet des données bancaires et qui a été un vrai sujet pendant la phase de Covid où les collectivités se sont rendues encore plus compte de la nécessité aujourd'hui d'offrir des outils marketing performants au commerce de proximité qui bien souvent n'ont pas le temps ni les compétences pour déployer ce type d'outils plutôt que de passer par des plateformes complètement centralisées qui en général sont plutôt consommatrices de valeur. Donc nous, on avait créé cette blockchain de sorte à rétablir un vrai rapport de force et quelque chose de plus viable et plus décentralisé entre les consommateurs et les marques.
Et Surprise vient de faire l'objet d'acquisition de Skippers, donc qui est un nouveau groupe, mais qui a été fondé autour notamment d'Avis Vérifié, un des leaders de l'avis client en Europe et qui se développe aussi actuellement très intensivement aux États-Unis. Pourquoi? Parce que la volonté en fait de s'inscrire dans cette nouvelle ère qui est l'ère de la confiance dans laquelle on rentre et pour vraiment répondre au nouveau paradigme dans lequel on est entré, où on se rend de plus en plus compte, et je pense que là notre discussion l'illustre d'autant plus qu'il y a eu un changement de paradigme. Et les consommateurs attendent beaucoup plus des marques, attendent beaucoup plus de leur consommation. On le voit avec, je prends des exemples comme ça, hein, mais rien que l'essor du bio qui a eu ces 15 dernières années, ou Yuka tout simplement, hein, plus d'un Français sur 10 qui utilise Yuka pour avoir des informations, montre qu'en fait aujourd'hui il y a une vraie question de confiance qui se pose dans cette économie dans laquelle on est rentré, et que les consommateurs attendent plus de transparence, d'authenticité et aussi de réciprocité. Donc concrètement, comment on travaille? Aujourd'hui, on est en train de créer en fait cet écosystème de partenaires dont Avis Vérifié fait partie pour en fait créer cette nouvelle économie de la confiance via une base de données qui est collaborative. Alors la blockchain, parfois c'est un petit peu vague quand on parle de blockchain, on ne sait pas toujours de quoi on parle, mais c'est une base de données en fait qui peut être partagée entre différents acteurs pour justement avoir plus de transparence sur les données qui y transitent et avec les caractéristiques qu'on connaît, notamment d'immuabilité. Donc sur un sujet qui est extrêmement concret, celui des avis, nous aujourd'hui on est en train d'enregistrer les avis qui passent par avis vérifié dans cette blockchain et on travaille sur un système effectivement d'explorer de cette blockchain de sorte à ce qu'elle puisse être mise à disposition aussi des consommateurs pour être consultée facilement. Un système également de récompense, ce qui est aujourd'hui le gros sujet de Surprise, puisque quand on parle de réciprocité et de la valeur en fait qui est générée à chaque fois que l'on produit un contenu, il y a une vraie notion de réciprocité qu'il faut travailler. Et donc, cette base de données est ouverte de sorte à permettre à d'autres acteurs de travailler dessus et de s'en servir. Donc, à la fois, quand je dis ouverte, c'est-à-dire qu'elle est publique et également open source, et avec cette volonté d'avoir une transparence qui est extrême, qui est finalement la vraie pierre angulaire autour de laquelle on peut construire ces nouvelles applications dans cette économie de la confiance. On parlait de bases de données ouvertes ou pas. Alors, c'est une des premières questions aussi que j'avais. Donc, finalement, ces indicateurs, donc, il faut, tous ces indicateurs qu'on pourrait donc déterminer, il faut les collecter, il faut les mettre quelque part. Aujourd'hui, côté Little Sister, vous avez dit par exemple que vous aviez un mécanisme automatique. Est-ce que vous pouvez nous dire c'est quoi les différents critères? Donc, est-ce qu'il y a vous avez parlé de la protection des données, il y a le sujet des je sais pas, des politiques de protection, donc des politiques de protection des données. Est-ce que j'ai des adresses? Est-ce que tout ça, ça fait partie des critères, c'est ça? Oui, alors je vais essayer de faire synthétique parce qu'effectivement, on pourrait passer un peu de temps là-dessus, Ouais. mais on a 4 thématiques. La première étant comment l'information est présentée au moment de la prise du consentement. Donc, c'est vraiment lié aux données personnelles. Et c'est vrai que la donnée personnelle, c'est un super fil conducteur parce qu'il permet de permettre tout ce qui est fonctionnalité, mais aussi ça trace exactement pas mal d'actions et ça touche différents points. Donc, là-dessus, on a une technologie qui permet de lire en langage naturel l'ensemble des textes juridiques, des CGU, des pop-up, des CMP qui nous sont affichés. Et donc, ça, c'est une technologie qui fait du langage naturel et qui nous restitue des métadonnées. Et nous, on va analyser après en se reposant, bien sûr, sur le cadre légal, sur cette première thématique qui est très liée au RGPD et qui est comment est pris le consentement. La seconde, sur comment sont utilisées les données, on va
avoir des analyses qui sont produites aussi par des technologies open source. Et donc là-dessus, il y a aussi cette démarche-là de s'appuyer sur un écosystème et sur d'autres acteurs qui vont nous permettre de voir l'ensemble des trackers, des technologies tiers sur un site et qui vont être susceptibles de prendre des données qui auraient été ou pas annoncées au moment de la prise de consentement. Et donc, il y a des corrélations qui sont faites entre les deux premières thématiques, entre ce qui est dit et ce qui est fait. Et tout ça, ça continue de scorer une entreprise sur ses pratiques, critère par critère. Le troisième critère, c'est sur la partie cybersécurité. Alors, c'est un premier niveau, mais en gros, il y a une batterie de tests qui sont faits en temps réel sur les entreprises et sur leurs écosystèmes. Et cette première batterie de tests, on va dire que c'est déjà une base qui permet de se rendre compte du niveau de sécurité qui est en place, mais on peut aussi prendre en compte des certifications qui auraient été passées par l'entreprise parce que c'est une garantie, comme on a parlé Juliette, par rapport aux certifications de l'ANSSI, que l'entreprise a un niveau de standard très élevé. Nous, on ne peut pas aller dans le cœur de l'entreprise, mais ce qui est intéressant, c'est que tous ces services B2C sont extrêmement exposés. On peut déjà analyser beaucoup de choses très techniquement sans forcément aller dans l'entreprise. Et donc, ça donne déjà un premier niveau, puisque tout le monde n'est pas très bien noté encore à l'heure actuelle. Il y a un chemin de progression. Et la dernière partie, c'est vraiment la partie partage des données. Donc, on va travailler sur aussi la localisation des données, les prestataires technologiques qui sont utilisés, quel type de serveur, quel type d'acteurs, par rapport à des lois extraterritoriales qui sont hyper importantes quand on parle de souveraineté numérique, mais également le volume de partenaires technologiques. Est-ce que je suis une entreprise qui a 300 partenaires à qui je n'ai pas vérifié, qui eux-mêmes repassent plus de l'information à d'autres, ou est-ce que j'ai 50 partenaires que j'ai extrêmement bien vérifiés, qui sont hyper bien normés, et au-delà juste d'un contrat juridique, voilà, c'est un peu tout ça qu'on va vérifier sur ces 4 thématiques. Et il y a encore un long chemin parce que nous, on travaille toujours avec on recherche d'autres solutions qui seraient capables de fournir un critère et qui pourraient être agrégés là-dedans et de rendre encore ce score plus pertinent. Donc, voilà, ce qui était important pour nous, c'était déjà de créer un premier pas un premier score qui est déjà très solide, qui est très crédible sur 54 critères, qui veut dire quelque chose. Et puis, à partir de là, bâtir par le dessus. Ce qui est important aussi, c'est qu'on fait des consultations auprès du grand public assez régulièrement et on interroge les citoyens, comme vous le faites aussi chez Axel, sur leur niveau de sensibilité, leurs besoins, et que ce référentiel-là, il a été fait aussi en fonction de ces points-là. Alors, il y avait des questions qui avaient déjà commencé à être posées. Donc, Romain Maiglet demandait comment les différentes solutions aujourd'hui interagissent entre elles ou peuvent être justement pour être interconnectées, pour être encore plus efficaces et se compléter. Est-ce que, par exemple, dans les critères, justement, le fait d'accepter de l'authentification forte, le fait d'avoir du KYC, ou peut-être aussi, je ne sais pas, de vérifier aussi un jour l'identité du propriétaire de l'entreprise. Enfin, voilà, on pourrait inverser. Donc, on parle de KYS de temps en temps dans une Know Your Seller. Est-ce que vous voyez des interactions possibles, je ne sais pas, Juliette, ou sur ce sujet, ou même Mathieu, comment enrichir justement de nouveaux critères, comment… Ce qui est certain, c'est que quand on parle des plateformes, en fait, le risque d'avoir des utilisateurs qui sont malveillants et qui vont usurper l'identité de quelqu'un à l'inscription ou bien usurper un compte dans un second temps en volant des mots de passe et via l'authentification. Hein. Dans ce contexte, je fais une différence entre l'identification, qui est l'entrée en relation à distance, et l'authentification, qui est mon compte existe et je me fais voler mes accès. C'est un risque qui est important pour la confiance. Ça ne concerne pas tous les services. Par exemple, quand on va acheter des chaussures chez Decathlon, on n'a peut-être pas besoin d'avoir une authentification forte. Parce que il y a le sujet du paiement, bien entendu, mais il y a des, en tout cas pour la vérification d'identité, il y a des transactions où c'est OK d'être anonyme, je pense. Et c'est une bonne chose sur Internet. Il y a des transactions où ce n'est pas possible, ouvrir un compte en banque, trouver un travail, c'est des choses où on a besoin de savoir à qui on s'adresse. Quand on achète des chaussures, c'est peut-être moins critique. Donc, le sujet du KYC en général, je pense qu'il est important
il est critique pour la confiance, mais il ne s'applique pas partout. Le sujet de la privacy, je pense, pour le coup, nous concerne. Donc, nous, on traite des données qui sont extrêmement sensibles, puisqu'on traite des données biométriques qui vont permettre d'authentifier les personnes de manière automatisée. Donc, c'est des données sensibles au sens de la CNIL. Leur collecte est, par défaut, non autorisée. Le consentement va venir être une exception, en fait. Et donc, là-dessus, il serait très pertinent qu'on se fasse noter par ce type de UCA, au même titre qu'on est certifié par l'ANSSI. Sur des plateformes C2C, nos services pourraient venir compléter les scores quand c'est pertinent. On serait heureux de le proposer. C'est vrai qu'aujourd'hui, d'ailleurs, quand on arrive à l'étape de paiement ou en tout cas de fin d'achat, là, on ne sait pas forcément en fait ce qui nous attend. Après, on ne sait pas si le site il sauvegarde des cartes. On va peut-être le savoir, mais c'est pas forcément évident. On ne sait pas non plus s'il va y avoir de l'authentification forte. Bon, maintenant en tout cas côté bancaire, c'est systématique. Est-ce que justement peut-être Pierre, est-ce que là-dessus donc vous imaginez des changements de parcours ou des simplifications qui pourraient faire que, je sais pas, il y a des notes justement, on retrouve sur le parcours bout en bout, on a des notes plus ou moins élevées en fonction du niveau de technologie de sécurité mise en place. Oui, Fabien. Donc, ce qui a été dit est très important, c'est-à-dire qu'on se rend bien compte que le sujet de l'authentification est un des sujets majeurs dans la confiance numérique. Et donc, par rapport à ça, le sujet aussi du parcours client est essentiel, c'est-à-dire que si vous mettez en œuvre des mécanismes de sécurité qui sont très élevés, mais qui, je dirais, complexifient le parcours utilisateur, vous n'aurez rien fait du tout. Donc, pour nous, l'enjeu, c'est d'avoir un niveau de sécurité de bon niveau, adapté à la situation, avec une fluidité du parcours des utilisateurs, je dirais, la meilleure possible. Nous, si vous voulez, la réflexion qu'on s'est faite, elle est très simple. Elle est de dire aujourd'hui, on voit bien, on a de l'authentification statique, du login password, qui est un calvaire, je dirais, à la fois pour notre mémoire et puis d'un point de vue sécuritaire. On ne peut pas continuer comme ça. Et puis l'alternative par rapport à ça, c'est des boutons, entre guillemets, de type Google Connect, Facebook Connect, qui en termes d'expérience utilisateur sont tout à fait performants, on ne va pas dire le contraire, mais qui en termes à la fois de sécurité et surtout de privacy, de protection des données personnelles, posent de véritables questions. Le problème, c'est que quand on s'adresse à ce marché, on est forcément sur un marché de masse. C'est le sujet de l'échelle. Comment on passe à l'échelle? Or, aujourd'hui, on a souligné les processus d'e-KYC sont des processus très performants aujourd'hui, mais on peut se poser la question de la montée à l'échelle quand on parle de dizaines de millions d'utilisateurs. Donc nous, si vous voulez, notre réflexion a été très simple. Elle a été de dire, on a cette authentification forte entre les mains de tous les clients, je dirais, bancaires, du fait de la DSP2, du fait de la sécurisation des transactions en ligne. Grâce à ce fait, tout le monde, je dirais, ou d'ici quelques mois, tous les Français vont disposer d'une application d'authentification forte sur mobile. Alors, on reparlera peut-être de l'inclusion numérique parce que c'est un vrai sujet. Mais la très grande majorité des Français auront une application d'authentification forte sur leur mobile intégrée à la banque en ligne. À partir de ce moment-là, on s'est dit, mais finalement, pourquoi ne pas proposer, comme le font aujourd'hui France Connect pour le secteur public, avoir un bouton qu'on a appelé dans notre étude Banque Connect, qui permettrait effectivement de faciliter l'entrée en relation et de la faciliter avec un niveau de sécurité accru, c'est-à-dire un processus d'authentification qui tient sur un processus de KYC des banques, qui est encadré, comme vous le savez, par le Code monétaire et financier, qui est donc d'un niveau très élevé, dont on a déjà, je dirais, un stock, puisque à peu près 50 millions de Français détiennent un compte en banque et une carte bancaire, donc on a déjà ce stock d'utilisation, et ensuite pouvoir finalement apporter un niveau très élevé en termes de protection des données personnelles, parce que nous, si la communauté bancaire française devait demain valider une telle étude, ce serait, je dirais, dans un cadre de service de confiance, et l'objectif ne serait pas de capter de l'information supplémentaire. On n'est pas comme dans Google Login, les GAFAM ou les social login, comme on dit, dans une logique de captation des données personnelles pour effectivement les exploiter et pourquoi pas les revendre. Donc nous, on serait vraiment dans une logique de privacy
by design, hein, c'est-à-dire la protection des données personnelles, avec un objectif finalement de redonner de la confiance dans les échanges. Et vous avez souligné aussi un point important qui est la notion aussi d'anonymisation, je dirais, d'anonymat. C'est-à-dire que, et là, moi, je rejoins complètement ce qui a été dit, c'est-à-dire que dans des transactions, dans des entrées en relation, on n'a pas forcément besoin de décliner son identité. On peut très bien avoir un pseudo. Pour autant, dans une logique, je dirais, de confiance, on pourrait être amené, si jamais il y avait une usurpation d'identité, être amené dans une logique de certification de compte à pouvoir remonter à la personne qui est derrière un pseudo. Ça, c'est quelque chose qu'on connaît bien au sein de la communauté bancaire française et de cartes bancaires en particulier, puisque vous savez que nous, on ne sait pas qui est derrière un numéro de carte. Le groupement des cartes bancaires ne le sait pas. Par contre, il nous arrive d'avoir effectivement, soit pour des affaires de fraude, soit pour des affaires criminelles, des demandes de, je dirais, réquisition judiciaire qui demandent à savoir qui est derrière tel numéro de carte. Et là, on fait appel effectivement à la banque qui, elle, est en mesure, bien sûr, de décliner l'identité derrière un numéro de carte. Alors, on pourrait voir la même notion derrière un pseudo qui serait certifié, entre guillemets, par le service Banque Connect, de pouvoir remonter sur réquisition judiciaire à la personne. Donc, l'enjeu, c'est effectivement, et moi j'adhère complètement à cette notion de UCA de confiance, quels sont les critères et l'authentification et la protection des données personnelles sont de ces critères très, très importants qui vont permettre de construire cette confiance. Et cette notion de tiers certificateur qui était évoquée par Sarah tout à l'heure me semble absolument indispensable. Il faut qu'on ait des tiers. Hein. Elle soulignait que dans ce domaine-là, on ne peut pas être totalement transparent pour des questions de sécurité. Il faut faire appel à des tiers certificateurs, des organismes de certification qui sont reconnus par l'État. Ces organismes de certification peuvent être l'État eux-mêmes. Hein. On parle de la NSSI, on parle de la CNIL, mais il y a aussi des tiers de confiance certificateurs qui sont des sociétés privées, mais qui ont reçu des accréditations et qui leur permettent effectivement de délivrer ces sauts de confiance. Puisque c'est bien de ça dont il s'agit. La confiance, il faut qu'elle émane aussi d'entités dont on est certain, je dirais, de la compétence, mais aussi de l'impartialité. Et ce sont des notions qui sont essentielles dans la confiance numérique. Merci Pierre. Il y a deux sujets là qui sont abordés, qui sont donc je pense assez critiques dans ce sujet, qui sont donc effectivement le sujet de comment on établit la note et sur quels critères entre guillemets. Il y avait une question donc qui avait été posée, c'était sur le sujet de la certification par la CNIL. Alors, je ne suis pas sûr que la CNIL fasse des certifications. Je crois qu'elle je ne sais pas si quelqu'un peut en dire plus. Je crois qu'elle établit éventuellement des profils enfin, de certification, mais après, bon, il y a d'autres organismes, c'est ça, semble-t-il. Si Juliette, peut-être tu as un mot à dire là-dessus, non? La CNIL, en fait, émet des recommandations et donc indique aux opérateurs comment ils doivent travailler. À eux de le mettre en œuvre. Il n'y a pas de certification CNIL en soi. Il y a d'autres organismes type ANSSI, voilà, d'autres organismes certificateurs qui viennent après noter, ou en tout cas vérifier si les critères, si ce qui est implémenté correspond aux critères. C'est ça. Après, peut-être juste un mot sur cette logique de critères. Je pense que c'est important de revenir au risque. Parce qu'en fait, on peut dire, bon, ben voilà, il faut faire ça, il faut mettre en place de l'authentification forte. Et en fait, on raisonne plutôt sur les méthodes et on va pousser des choses qui existent et qui vont être parfois un peu trop pour certains types de transactions ou pas. Et je pense que quels sont les risques qu'on souhaite combattre et c'est ça qui va dire qu'est-ce qu'on met dans les critères ou pas. On a parlé de Trusted Shop. Je pense que le besoin du consommateur a été bien compris. Donc, je souhaite être remboursé. Je souhaite être livré dans les temps. Je souhaite… voilà, donc il faut revenir à ces trucs un peu fondamentaux qui sont qu'est-ce qu'on cherche à adresser, quelle est la problématique de confiance à laquelle on va venir répondre et du coup, on va définir les critères dans un second temps. Moi, j'ai l'impression qu'on s'oriente vers quelque chose d'assez générique sur les sujets de la privacy et de la protection des données qui, moi, me parle énormément parce que je pense que ça concerne
tout le monde et que c'est nécessaire. Et voilà. Et donc, si on parle de ça, à ce moment-là, on va chercher à combattre le vol de données personnelles et la fuite. Donc, à ce moment-là, on va regarder les architectures, le stockage, l'encryption des données personnelles. On va aller travailler sur cette durée de stockage aussi, parce qu'on augmente le risque si on stocke longtemps. Et on va aussi aller regarder la revente. Et on va aussi aller regarder les hébergeurs. Est-ce que, par exemple, ils sont soumis au Cloud Act ou pas? Et donc là, on a tout de suite une batterie de critères qui apparaît de manière extrêmement claire. Voilà, que nous, on s'est parfaitement imposé au niveau de notre service à nous, hein, puisque nous, on est hébergé en Europe, on est avec du cloud européen, on n'a pas de prestataire externe auprès de qui on envoie les données personnelles, donc tout est internalisé chez nous. On se met des règles extrêmement dures hein, dans la manière dont on traite les données de nos utilisateurs, parce qu'on a cette ambition d'être certifié par l'ANSSI, et c'est quelque chose d'important pour un service de confiance. Donc, je pense que le risque est pour moi le bon angle d'attaque pour définir les critères. Super, merci. Et alors, la deuxième partie, moi, je me disais, donc, ces critères, ou en tout cas, même si tu parles de risque, mais en tout cas, la façon de juger donc, d'une implémentation ou d'un critère, on voit déjà que d'ailleurs sur Yuka, ça a posé des questions. Hein, on a pris tel colorant, est-ce que vraiment c'est un problème ou pas? Si par exemple, je reprends une des questions un peu piquante qui a été posée donc dans l'outil là. Donc, est-ce que par exemple un paiement en carte bancaire ou un paiement en PayPal, je ne sais pas d'ailleurs si ça peut vraiment se comparer tel quel. Qu'est-ce qui aurait une meilleure note? Moi, je ne sais pas. C'est que quelqu'un a un avis là-dessus. Comment on fait pour juger ce genre de choses? Imagine, c'est peut-être pas ça qu'on juge d'ailleurs. C'est peut-être pas ça qu'il faut noter. Je ne sais pas si Pierre, comme la question te concerne. Non, mais j'ai un avis, mais il sera pas impartial. Non. Justement, comment on peut être impartial? Non, mais plus sérieusement. Impartial. Plus sérieusement, sur un sujet comme celui-ci, c'est effectivement ce qui a été dit, c'est l'analyse de risque et ce sont les objectifs de sécurité que je me fixe. Dans un système de paiement, qu'est-ce qui est important? Il y a une des intervenantes qui a souligné que ça dépend aussi des environnements. En paiement de proximité, ce n'est pas la même chose, je dirais, qu'à distance. Je peux avoir un anonymat qui est garanti en paiement de proximité, il n'est pas forcément en paiement à distance parce qu'il y aura une livraison, etc. Donc, les risques sont différents. Donc, il y a une analyse de risque qui est absolument fondamentale. Et puis ensuite, il y a des contre-mesures. Mais en synthèse, sur un moyen de paiement, qu'est-ce qui est important? Ce qui est important, c'est l'authentification forte de toutes les transactions de paiement. La vraie difficulté qu'on a aujourd'hui sur le paiement par carte ou n'importe quel type de paiement, c'est qu'il peut y avoir aujourd'hui encore des transactions qui ne font pas l'objet d'une authentification forte, qu'elles soient actives ou passives d'ailleurs, hein, parce qu'on a des outils de scoring qui sont très performants. Ça, c'est un vrai sujet. Donc voilà. Et donc, c'est pour ça qu'on a aussi besoin de régulation, ce qui a été fait il y a quelques années maintenant par le régulateur européen avec la directive sur les services de paiement. Il faut qu'on applaudisse des deux mains. Le problème, c'est que la région Europe n'est pas la seule région du monde. Et donc, les transactions cartes, comme vous le savez, les numéros de carte sont des numéros de carte qui sont comme on dit, co-badgés, utilisables en France avec le système CD, mais aussi utilisables à l'étranger, soit avec Visa, soit Mastercard. Je parle là pour la France. Et donc, ça veut dire aussi qu'il y a une vraie problématique de généralisation de ces mesures de sécurité partout dans le monde. Donc, ça, c'est des travaux qui sont menés par des organismes de standardisation internationaux. Je parle notamment à PCI, je parle à EMVCO dans les domaines de paiement, où effectivement, on se doit d'avoir une homogénéité aussi de la sécurité, parce que dans le monde d'Internet, il n'y a pas de notion de frontière. Et donc, cette notion de sécurité territoriale, j'allais dire, n'a pas de sens dès qu'on est sur les réseaux, je dirais, publics ouverts. Et donc là, on a un véritable enjeu de standardisation internationale, de certification internationale. Et là, je rejoins ce qui a été dit, la notion de certification est un sujet majeur. Ensuite, le deuxième élément dans les systèmes de paiement, et ça c'est vrai principalement lorsqu'on est dans des logiques d'Internet, c'est la protection des données personnelles. C'est vrai qu'on dévoile, on donne beaucoup d'informations pour les livraisons, etc. On a aussi nos numéros de carte qui peuvent être stockés. S'ils sont stockés là, nous, on a des exigences très fortes en matière de protection des données personnelles, et notamment des données cartes bancaires, qui font que le risque, encore une fois, le risque zéro n'existe pas, mais il est considérablement réduit
par une conformité, une certification, encore une fois. Alors, on parle du standard PCI DSS. Je rejoins ce qui a été dit et qui me semble très important. Il faut de l'agilité. La menace ne cesse d'évoluer, notamment les cybermenaces. Il faut absolument que les référentiels de sécurité évoluent aussi vite que les menaces peuvent évoluer. Et donc là, tout ce qui peut permettre effectivement de renforcer cette agilité dans l'évolution des référentiels de sécurité doit être absolument étudié et mis en place. Voilà. Et après, il y a aussi un enjeu de minimisation des données. C'est-à-dire, est-ce qu'on a besoin de toutes ces informations-là? Moi, franchement, souvent, on me demande des informations quand je m'inscris sur un site X ou Y, et franchement, il n'y a pas besoin de toutes ces informations. Je crois que nous aussi, consommateurs, on doit aussi de faire nos choix. C'est-à-dire que moi, j'ai souvent envie d'acheter sans forcément ouvrir un compte sur le site Internet. J'ai envie de faire en one-shot, comme on dit. Eh bien ça, je pense que c'est aussi une pédagogie, un apprentissage. Il faut aussi que finalement, on soit, je dirais, maître de son parcours, maître de ses données personnelles, et qu'on suive. Et ça aussi, je pense qu'en termes de UCA de la confiance numérique, c'est aussi un élément important. C'est-à-dire, que propose le fournisseur de services, hein, le e-commerçant, en matière de parcours client? Est-ce que quelque part, quand on veut payer en one-shot, ce n'est pas un peu trop compliqué? Et donc, mettre en avant aussi les parcours clients qui font qu'on ne divulgue pas d'informations me semble aussi un élément important, parce que la privacy, c'est un élément central. Et si on a proposé Bank Connect, c'est bien parce que la banque incarne cette notion de tiers de confiance et qu'on veut, entre guillemets, offrir à tous les Français, je dirais, la possibilité d'avoir une alternative aussi fiable et aussi fluide en termes de qualité de service, de parcours utilisateur que celles que peuvent proposer aujourd'hui les GAFAM, mais par contre, avec un niveau de sécurité largement supérieur et surtout une garantie de protection des données personnelles très forte et garantie qui n'est pas sur un régime déclaratif, garantie qui est liée à un processus de certification opéré par un tiers et notamment, vous avez souligné la NSSI qui joue un rôle absolument majeur. Donc voilà, encore une fois, on est vraiment sur des sujets d'enjeux d'indépendance technologique, de souveraineté numérique. Nous, je peux vous dire, moi, il y a 3 ans, quand j'ai lancé cette réflexion sur Bank Connect, le sujet majeur, l'élément qui a guidé, je dirais, ma réflexion, c'est vraiment la notion d'indépendance numérique, de confiance numérique. Il faut absolument qu'on puisse, aujourd'hui, sur ces sujets aussi importants, être maître chez soi et ne pas être dépendant de toutes ces solutions. Et je ne vais pas les critiquer, ces solutions. Loin de moi. Simplement de dire, on a aussi les moyens de construire notre propre souveraineté numérique et les banques font partie de ces tiers de confiance qui incarnent cette capacité à faire. Tant que vous avez la parole, il y avait une question sur le sujet donc, qui était comment, ça prend un peu de temps, a priori, puisque ça fait plusieurs mois, peut-être même années que l'étude est lancée. Est-ce que j'imagine que c'est compliqué, donc c'est pour oui, parce que tous ces sujets-là, si vous voulez, sont des sujets. Oui, Fabien, vous avez raison de le souligner. Tous ces sujets sont des sujets complexes. Il y a des enjeux derrière de mise en place de solutions de gouvernance. Si la communauté bancaire se lance dans un tel projet, vous imaginez bien, c'est qu'elle aura examiné tous les tenants, les aboutissants, et notamment sur les volets de gestion des risques, sur les aspects juridiques, sur les aspects business model. Donc tout ça nécessite des études approfondies. C'est ce qu'on fait depuis maintenant 2 ans. Et aujourd'hui, voilà, on atteint le but dans le sens où on a fini toutes les études, l'analyse, je dirais, de risque, le business model, rencontrer l'ensemble des acteurs, les plateformes techniques, parce que c'est absolument fondamental qu'on ait des niveaux de qualité de service très élevés et des processus d'onboarding en parler. Vous avez tout à fait raison, Fabien, vous parliez du KYS. Ça, c'est un sujet majeur, parce que quand on est dans une relation de confiance, c'est les deux qui doivent être dans une relation de confiance. Ce n'est pas que l'authentification des utilisateurs, c'est aussi l'authentification des entités, des fournisseurs de services. Et notamment, donc, le UCA de la confiance des fournisseurs de services me semble un sujet absolument central. Donc c'est l'ensemble de ces processus qui font que les décisions prennent du temps, mais la décision de go ou de no-go, puisqu'il faut, tant que les choses ne sont pas faites, il faut voir mais moi je reste confiant, c'est le terme de cette matinée. Donc voilà, donc je pense que dans les 2 ou 3 mois prochains, on devrait avoir une décision de faire ou de ne pas faire, et je forme le vœu que ce sera de faire. Super, merci. Sarah Diane, par rapport à cette problématique de traçabilité aussi des acteurs, de la relation,
d'éléments de confiance, peut-être de notes aussi. Est-ce qu'il y a des choses donc, qu'on peut faire avec la blockchain? Est-ce qu'il y a des choses, on pourrait imaginer peut-être une blockchain publique de ces critères ou comment ça pourrait se passer? Il y a des choses qui… Bien sûr, oui. Effectivement, au sujet aussi de ces critères, je pense qu'il y a une notion qu'on voit revenir depuis le début des interventions. Alors, il y a ce niveau de sécurité qui, on va dire, est finalement la base et le premier niveau de satisfaction. Quand on parle vraiment sur l'échelle de la satisfaction client, c'est ce qu'on attend, en fait, c'est ce qui ne peut pas ne pas être. Et au-delà de ça, ensuite, les critères sont, on le voit, hein, sont des critères très personnels. Je prends un exemple très simple, hein, si on parle de Yuka, quand je scanne un produit Yuka, un produit qui par exemple a trop de sel, moi je vais me dire, bon, le sel, c'est pas trop risqué pour moi, donc à la limite, c'est pas très grave. Quelqu'un qui va avoir certains problèmes de santé qui lui imposent de ne pas manger trop salé, va avoir voilà, un critère. Donc on le voit, cette notion est importante. On parlait tout à l'heure du X. Pour certaines personnes, pouvoir, par exemple, payer par carte, ça va être indispensable parce qu'ils ne vont pas avoir un paiement mobile, etc. Pour d'autres personnes, à partir du moment où ils ne peuvent pas payer par mobile, ça va être une mauvaise expérience. Donc, en fait, les critères de satisfaction et aussi de confiance dans certains services sont très finalement personnels. Donc, dépendent de nos exigences, de notre envie de consommer. Et ça s'inscrit complètement, en fait, dans cette nouvelle philosophie des données, puisque le GDPR a vraiment introduit cette notion de portabilité des données qui suggère en fait que nous sommes propriétaires de nos données. Et je pense que cette confiance, finalement, s'inscrit dans la capacité à avoir accès de façon extrêmement fiable à des données et à des informations qui nous concernent. Et donc, cette base de données, cette blockchain, est de nature à remplir ces exigences. Ensuite, elle peut être utilisée par plein d'acteurs différents pour justement avoir cette capacité de donner accès par un scan à un utilisateur à certains types d'informations. Et au sujet de justement cette personnalisation des avis, nous, ce sur quoi on travaille aujourd'hui, c'est avoir la capacité de scorer des avis de qualité. C'est-à-dire, en fait, qu'un avis qui va être positif, on va mettre bien, et un avis qui va être négatif, mais dans lequel on va expliquer que, par exemple, le service client n'est pas bon, ou que tel produit, par exemple, on s'est rendu compte qu'il était produit de manière peu respectueuse de l'environnement, ce genre de choses qui vont permettre d'éclairer un acte d'achat ou à la marque de s'améliorer. Ça, c'est générateur de valeur. Et donc, nous, c'est ce qu'on cherche là dans ce premier use case extrêmement concret avec la masse aujourd'hui d'informations que possède Skippers, c'est de travailler sur la qualification également des avis. Donc on le voit en fait dans la confiance, il y a plein de critères, des critères qui vont être nécessaires, mais tout l'enjeu, qu'on parle de sécurité, qu'on parle de consommation, qu'on parle d'identité, l'enjeu, c'est de pouvoir avoir confiance dans la source d'information qui vient se brancher à un device que nous, consommateurs, on peut facilement exploiter. Et je pense que cette source d'information, elle doit être multiple. En fait, on ne peut pas aujourd'hui faire confiance à une source qui va être unique. Ce n'est pas suffisant. Aujourd'hui, on a besoin d'avoir une multitude de sources de données. Et donc, effectivement, comme on l'a vu tout à l'heure dans l'intervention, quand on parle aujourd'hui des partenaires bancaires qui sont des tiers de confiance, c'est vrai, effectivement, il y a d'autres tiers de confiance. Et aujourd'hui, c'est toute cette source d'information qu'on doit mettre à disposition des consommateurs. Et je pense que le rôle qu'on a en tant que consommateur a été complètement amplifié avec le RGPD, parce que la RGPD était très similaire à la loi informatique et liberté dans la capacité de supprimer nos données, de les modifier, d'y avoir accès, etc. La grosse différence, c'est la portabilité. Et en fait, on se rend vraiment compte que aujourd'hui, les données, ce ne sont pas les données de marque, ce ne sont pas les données de partenaires, ce sont les données de consommateurs. Donc cette approche
privacy by design et customer centric, elle est nécessaire dans ce qu'on construit. Bon, en parlant de traçabilité, voilà, la blockchain aujourd'hui, c'est la meilleure, de toute façon, infrastructure technologique pour créer de la confiance et créer de la traçabilité. À partir du moment où cette blockchain a bien des caractéristiques de blockchain immuable avec voilà, une notion de blockchain publique, etc. Donc, effectivement. Par rapport à la question, effectivement, il y avait un commentaire, blockchain et privacy ne serait pas un oxymore. Alors, je crois que ça dépend là, ça dépend ça dépend ce qu'on y met, effectivement. L'idée, c'est pas de mettre les données utilisateurs dans la blockchain. Quoi. Je crois que ça, alors, étant donné qu'il y a une notion de pouvoir supprimer des données personnelles, oui, effectivement, c'est compliqué de mettre des données personnelles dans la blockchain, voire impossible. Après, voilà, chacun peut rentrer ce qu'il veut dans une blockchain. Nous, quand on travaille avec un use case, on le fait de manière, voilà, on a tout construit pour être forcément RGPD compliant, voire plus. Et il n'y a pas de notion de données personnelles inscrites dans une blockchain. Et d'ailleurs, quand on parlait tout à l'heure de la création d'un compte, effectivement, ce qui est important aujourd'hui dans la communication, qu'elle soit vraiment de la communication d'information de base ou de la communication marketing, en fait, la donnée personnelle, ce n'est qu'un moyen, ce n'est pas une fin en soi d'avoir une donnée personnelle. Et dans la cryptographie, il y a justement cette notion de clé publique et clé privée. Alors après, le lien qu'il y a entre les deux, et ça c'est vraiment, voilà, on va un peu loin dans la technologie, mais le lien qu'il y a entre les deux doit pouvoir être changé. Mais c'est effectivement cette notion d'avoir un anonymat total. Même aujourd'hui, nous, dans les avis, voilà, qui sont stockés, il n'y a aucune notion de données personnelles qui permettent d'identifier directement ou indirectement une personne qui aurait posté un avis. Ça, bien évidemment. Moi, j'ai entendu que vous parliez donc de multiples sources et effectivement, alors et aussi je pensais au passage à l'échelle. Alors ça me fait penser moi à un cas très simple. On va revenir un peu au cas de figure très simple qui est aujourd'hui. Donc il y a une multitude d'acteurs. Enfin, il y a des gens qui font du dropshipping, par exemple le cas du dropshipping. Donc où on va se retrouver devant voilà, finalement une mini-entreprise qui est montée sur un produit qui n'est pas fabriqué par elle, etc. Donc finalement, on voit qu'on aurait besoin d'accéder à des informations. Enfin, moi, si je veux vérifier un peu comment ça se passe, la fiabilité de cette entreprise, entre guillemets, je me dirais, il faut que j'aille vérifier d'une part au registre des entreprises, quand est-ce qu'elle a été créée, depuis quand elle a été créée, etc. Je vais vérifier, parce que disait Mathieu tout à l'heure, peut-être ses statuts, si ça fait sérieux, parce que la mine privacy policy, quoi que ce soit. Je peux aller vérifier aussi, enfin, on peut imaginer une note qui me dit son site web, il est conçu pour un achat one-shot où je n'ai pas besoin de créer un compte et donc de laisser encore des multitudes de données personnelles. Et puis à la fin, j'ai aussi des problématiques de produits aussi, parce que le produit, finalement, ce n'est pas son produit, c'est un produit rebrandé, etc. Alors sur cet aspect, justement, vérification des entreprises, peut-être pour David, comment on peut passer à l'échelle, en fait? Est-ce qu'il y a un moyen de passer à l'échelle? Pourquoi on n'accéderait pas tous on parlait de multitude de bases, finalement, sources d'informations. Pourquoi on ne pourrait pas accéder facilement au registre du commerce? Pourquoi il n'y a pas des outils? Est-ce qu'il n'y aura pas des outils pour aller vérifier tout simplement des sociétés depuis quand elles datent? Est-ce que ça ne fait pas partie des critères, tout ça? Alors, donc il y a plusieurs choses. Donc, pour la partie, on va dire, purement e-commerce, e-marchand, nous, on va se limiter à la vérification des critères. On va continuer à délivrer ce service. Pour la garantie de remboursement, ce qu'on a introduit comme système, c'est la possibilité pour des consommateurs de pouvoir dire, voilà, moi, je veux acheter auprès d'un e-commerçant que je connais, j'ai confiance, mais après, finalement, je veux acheter dans un écosystème. Et donc, de dire, je n'achète pas seulement sur ce marchand que je connais où j'ai déjà acheté, mais j'achète dans un environnement qui est l'environnement, justement, Trusted Shop de chez marchands qui ont été certifiés de manière sécurisée. Donc, ça, c'est un des moyens qu'on a par rapport à la garantie pour le consommateur pour faire passer à l'échelle. Ensuite,
Au niveau des avis, donc là, il y a une évolution qui est assez intéressante. En fait, il y a deux thèmes. Le premier thème, c'est l'évolution technologique, donc qui permet justement la collecte de sondages ou d'enquêtes. Et les marques qui sont de plus en plus amenées à se digitaliser, à se transformer techniquement. Et le deuxième point, c'est le besoin de communiquer justement sur sa note, sur ses process, sur la satisfaction client. Donc, pour le premier point, on s'est rendu compte qu'au-delà de l'e-commerce, finalement, le thème de la mesure de la satisfaction client, c'était un thème qui existait déjà dans les entreprises. Les banques, les assurances et les constructeurs automobiles menaient déjà des enquêtes. Mais il y a quelques temps, c'était encore sur papier, des processus assez compliqués pour exploiter la donnée. C'était des enquêtes qui duraient longtemps, c'est-à-dire qu'après un certain temps, tous les 3 mois, tous les 6 mois, je faisais une enquête. Après, j'ai besoin encore de la même durée pour exploiter ces données. Et les technologies aujourd'hui permettent, donc par des systèmes d'API, on va dire, donc des systèmes, des interfaces en fait, qui permettent de se connecter directement à des systèmes informatiques pour récupérer on va dire un contexte de données finalement. Les marques ont aujourd'hui la possibilité de manière très très simple de capter justement ces histoires de satisfaction client dans un contexte donné. Donc aujourd'hui, on va les mesurer, justement, c'est ce qu'on disait avant, de la satisfaction client sur un conseil au téléphone ou après avoir rencontré mon conseiller en banque, ou alors dans le domaine des assurances, par exemple, après avoir eu le remboursement ou une déclaration de litige. Donc c'est possible de manière très spontanée de collecter très facilement aujourd'hui des avis. Et la deuxième chose qu'on a vue, et c'est ça qui démultiplie en fait l'utilisation de ce type de plateforme, c'est le besoin ou l'obligation quasiment des marques de communiquer dessus. À l'époque, on faisait des enquêtes, c'était plutôt pour moi, je collectais de la donnée que j'exploitais ou que je n'exploitais pas d'ailleurs, pour analyser, pour améliorer mes process. Aujourd'hui, je suis obligé de communiquer. Les marques veulent être transparentes. Aujourd'hui, dans les télécoms, dans l'automobile, je ne collecte pas de la donnée seulement pour moi, pour améliorer mes produits ou mes process. Je collecte de la donnée pour pouvoir communiquer. Je veux être transparent sur ce qui se passe. Est-ce que les clients sont satisfaits? Et je suis obligé de le faire, en fait, en tant que marque. Ça, c'est aussi un point. Parce que si je ne le fais pas, si je ne prends pas le contrôle, finalement, de cette communication, les consommateurs vont le faire d'eux-mêmes. Aujourd'hui, il y a plein de plateformes ouvertes où je peux laisser justement alors Lucas en est un, mais Google en est un autre, par exemple, un autre exemple, où finalement je vais pouvoir aller laisser des avis. Donc en fait, cette simplicité technologique permet de capter donc justement ces scores à différents, on va dire, points de contact du parcours client, et ensuite de communiquer dessus. Et donc, par rapport à, si on imagine une note donc sur les entreprises, là, donc un critère de note entreprise, en dehors de votre écosystème Trusted Shops, comment on pourrait le faire? Enfin, est-ce que Alors, donc effectivement, donc le but pour une marque ensuite, c'est d'harmoniser un petit peu ces notes, parce qu'effectivement, l'écosystème Trusted Shop, il y a d'autres écosystèmes qui existent. Et un des buts des marques, c'est de dire, voilà, j'ai à peu près ma note est homogène selon les différents systèmes. Donc, soit on peut utiliser différentes sources, différents systèmes. Nous, par exemple, ce qu'on a mis en place, donc nous, on a développé une machine à collecter de l'avis. Donc, cette machine permet de collecter des avis par la plateforme eTrusted, mais aussi de pouvoir diffuser des avis sur d'autres types de plateformes. Donc, ça peut être, par exemple, le site Google My Business, par exemple, et ça peut être d'autres types de plateformes ouvertes, et bien sûr, après, les extensions sur les différents réseaux sociaux. Très bien. Alors, je vais essayer de reprendre quelques questions, peut-être. Alors, justement, par rapport à ces données personnelles, alors je ne sais pas si c'est Mathieu ou David, est-ce qu'on pourrait imaginer que si c'est un parcours donc, qui ne demande pas de création de compte, est-ce que j'ai une meilleure note en tant que société parce que justement, j'évite de divulguer, j'évite de multiplier les informations personnelles. Est-ce que ça peut faire partie des critères? Je peux peut-être faire un premier élément. Ouais. En fait, on a parlé tout à l'heure de la minimisation, donc c'est un premier élément de réponse.
mais je ne pense pas que la bonne idée, ça soit moins on en prend, mieux on est. Forcément, s'il n'y a pas de données personnelles, on est par nature peut-être meilleur. Mais la donnée personnelle, ce n'est pas que le nom et le prénom, c'est des données de géolocalisation, ça peut être un comportement de navigation sur Internet. Donc, il n'y a pas besoin de créer du compte pour générer des données personnelles, notamment sur smartphone, qui a un capteur qui est capable de créer beaucoup de données personnelles et qui permet de remonter à une identité sans forcément avoir le nom, prénom ou un identifiant mail. L'enjeu pour nous, c'est la cohérence sur l'ensemble du parcours. On peut prendre des données peut-être médicales à quelqu'un qui en est parfaitement conscient, qui sait qu'il a donné son consentement pour des finalités très précises et à quel acteur, que cet acteur-là fait ce qu'il respecte, qu'il les garde pour lui, qu'il les sécurise, qu'il les supprime à terme. C'est vraiment cette cohérence de bout en bout qui fait que finalement, on peut demander beaucoup d'informations si c'est nécessaire, si c'est utile et si c'est dans le respect, dans la transparence et respectant le choix de l'utilisateur. Donc voilà, c'est vraiment un peu… Donc la réponse, ce serait une réponse un peu de Normand où à chaque cas est un peu différent, mais basé sur une vision qui est d'avoir cet ensemble cohérent de bout en bout et pas juste il y a beaucoup de données versus il y a très peu de données, parce que les données sont aussi importantes dans certains cas. Donc voilà. D'accord, donc chaque critère doit être vraiment pensé très, très spécifiquement et peut-être en fonction des activités aussi forcément différemment, parce qu'effectivement, une activité de e-commerce peut-être qui va nécessiter l'envoi d'un colis et donc d'une certaine donnée, mais pas forcément sur du régulier, pas forcément la même qu'une activité qui demanderait d'avoir un compte parce qu'il y a des interactions régulières. Exactement. Je t'en prie, David, vraiment, sur l'e-commerce. Non, ce que je voulais juste dire en complément de ce que tu viens de dire, Mathieu, nous, la ligne de conduite qu'on essaye d'avoir, c'est pas de dire il y a un minimum, il y a un maximum ou il y a un optimum. C'est plutôt, à nouveau, de garder cette idée de lien de confiance vis-à-vis du consommateur et finalement lui expliquer. Si je collecte des données personnelles, alors que ce soit des coordonnées bancaires, des données personnelles, etc., c'est lui expliquer pourquoi, qu'est-ce que je vais en faire. Hein. Pareil, alors si on prend, tu parlais, Mathieu, du consentement, par exemple, pareil, les avis clients, sur quelle base je me base justement pour aller collecter de l'avis. Est-ce que c'est du consentement ou est-ce que c'est de l'intérêt légitime? Donc ça, on va expliquer, nous, ce qu'on dit à nos marques, c'est de dire, expliquer aux consommateurs dans quel but vous collectez ces données. Il y a peut-être une question qui est intéressante sur les GAFA. En fait, donc les GAFA, je pense qu'il y a deux risques en fait qu'on va vouloir contrer dans une économie de la confiance européenne que peuvent apporter ces sociétés. Le premier risque, c'est le fait que si on confie des données personnelles à ces organisations-là, dans quelle mesure on en a le contrôle? Et dans quelle mesure, en fait, c'est conforme au RGPD. On sait que c'est des sociétés qui ne sont pas extrêmement transparentes. On a, nous, essayé d'auditer notre hébergeur qui était un GAFAM. C'est assez compliqué, hein. Enfin, c'est voire impossible, et ça coûte très cher. Donc, il y a un sujet de transparence au niveau de ces sociétés-là. Il y a une réglementation qui est le Cloud Act qui pose question, qui n'a pas été remise en question d'ailleurs par Joe Biden. Hein. Donc, c'est quelque chose qui va perdurer, a priori. Donc ça, c'est un premier bloc de questions qui moi, m'apparaît être aujourd'hui un problème. La deuxième partie, c'est le risque de monopolistique. Donc, quand on parle des sujets d'identification et d'authentification, donc je vais revenir à mon métier, on revient assez rapidement au sujet de l'identité digitale. Puisque le Bank ID ou le Bank Connect, etc., au final, c'est un peu ça. Hein. C'est j'ai une identité digitale qui est fournie par une banque, qui est fournie par l'État, qui est fournie par un service privé en général. Est-ce qu'on accepte que ces sociétés-là viennent avec des solutions d'identité digitale avec l'appétit pour les monopoles qu'on leur connaît parce que c'est le business model de ces boîtes. Hein. Elles cherchent à avoir des positions de leader monopolistiques qui leur permettent derrière d'avoir des rentes assez importantes. Hein. Ils ont tous la même approche. Eh bien, là aussi, ça pose question parce que c'est, pour moi, ces sujets d'identité, c'est des sujets de souveraineté et les confier à des acteurs privés qu'on ne contrôle pas d'un point de vue réglementaire paraît assez risqué. Donc, contrer les GAFAM, oui, la question c'est comment.
je pense en proposant des alternatives qui sont des alternatives avec des expériences utilisateurs qui sont excellentes, parce qu'on ne contrôlera rien si on n'a pas une qualité de service qui va avec. Et aujourd'hui, on a des écosystèmes innovants en Europe qui nous permettent de répondre. Je pense qu'il faut les encourager. Je pense qu'il y a des initiatives aussi pour acheter européen et différencier aussi les acteurs qu'on gère et qu'on contrôle d'un point de vue réglementaire. Je pense que les types d'initiatives de UK de la confiance peuvent aider parce que ça va être des critères de choix qui vont permettre d'encourager des gens qui respectent en fait le RGPD notamment. Voilà, c'est un peu… j'ai essayé de donner des éléments de réponse, mais pour moi, sur le sujet de la confiance digitale et notamment de l'identité digitale, ça ne paraît pas possible de le confier à ce type d'acteur, je pense. Et si je peux me permettre de rajouter un point sur vis-à-vis des GAFAM, vu qu'on en a parlé, Juliette a raison de dire qu'aujourd'hui, dans toutes les verticales, il y a des alternatives françaises, européennes qui sont respectueuses, qui ont peut-être moins de moyens pour être identifiées, mais on peut vraiment faire sans les GAFAM et quelque part, on doit décider de faire sans les GAFAM et les BATX. Et c'est là où on en revient sur comment doit-on créer un UK de la confiance numérique, c'est qu'il y a une question d'expertise au niveau des critères, point par point, et déclinables dans différents secteurs, mais il y a surtout des questions de choix éthiques, de société, que ce soit des politiques ou des citoyens, et des deux d'ailleurs, sur finalement quel type d'Internet on veut, qu'est-ce que ça veut dire un numérique responsable, un numérique vertueux, c'est quoi la confiance. Et si on décide effectivement d'être souverain, ça implique des choix assez courageux que de dire un acteur qui respecte juste le RGPD, c'est pas bon, parce qu'un Facebook, il y a quatre fois plus de personnel juridique que chez la CNIL. Donc, ils auront les moyens d'être RGPD complet d'une certaine manière. Par contre, on peut très bien dire que les acteurs dits tentaculaires qui agrègent trop de données, qui sont soumis à des lois Cloud Act extraterritoriales qui ne sont pas du tout bonnes dès lors qu'on va être souverain, ce sont des choix qu'il faut faire et qui indiquent ce que ça veut dire être souverain en France ou en Europe sur ces critères-là. Donc, c'est là où c'est très important de terminer ce travail-là. Là, Mathieu, on en revient peut-être à vos différents critères, enfin à vos différentes notes en fait. Peut-être donc une note, on va dire intrinsèque, indépendante finalement de l'environnement, et puis une note française, européenne, C'est sûr que oui, quelque part, un Facebook est souverain aux États-Unis, c'est sûr. Pour le moment, on s'est attaqué à la France et à l'Europe et c'est déjà pas mal, il y a déjà de quoi faire et la route est encore assez longue. C'est notre premier enjeu. Oui, mais c'est vrai qu'il y a un enjeu de respecter les choix des individus et des peuples à chaque fois localement. On a la chance quand même que le corpus juridique et que soit plutôt aligné en Europe malgré la sortie du UK, et qu'on voit finalement les initiatives même à l'étranger comme aux États-Unis, au Canada ou en Australie, ça part un peu de partout maintenant, s'inspire quand même d'une certaine base assez logique et assez héritée finalement de ce qu'on fait en Europe là-dessus. Alors, je remercie tous les participants de vous être prêtés à cet exercice et d'avoir contribué à ce sujet. Donc, merci Sarah Diane, Pierre, Juliette, David et Mathieu. Et je vous donne rendez-vous pour les prochains événements très bientôt. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.